Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Devdeep, thank you very much to be here. Merci beaucoup, Abel, d'avoir organisé cet événement depuis plus d'un an. Et quand j'ai rencontré Abel, il voulait quelqu'un, donc, ou de notre école. Moi, j'étais également donc étudié à Pondichéry, à Sri Aurobindo Ashram. Et c'est vraiment très important pour le monde de voir ce que nous faisons et que là aussi, donc, c'est basé sur les travaux de la mère et donc était aussi habitant de Sri Aurobindo Ashram. Et la mère est également la fondatrice de notre ville. Et on y enseigne depuis plusieurs décennies et il offre des cours de la politique sociale, de l'histoire sociale et la philosophie sociale et politique, pardon. Aujourd'hui, il va nous partager quelques éléments de ce qu'il enseigne en tant que personne qui a donc été très engagée. Alors, là, donc, je le connais depuis très longtemps. On a également été dans le même pensionnat et je serais vraiment curieux d'apprendre ce qu'il a à dire sur les différentes classes. Merci pour cette introduction. Et en effet,
Je me souviens très très bien le temps que nous avons passé à Pondichéry. Et c'est un honneur pour moi de présenter, de partager avec vous tous quelque chose sur cette éducation qui est donnée ici à Pondichéry. Et Abel est donc c'est très gentil de me permettre de présenter ce que nous faisons et également donc de pouvoir s'attarder un peu. Donc je vais essayer de vous parler de cette éducation à travers l'histoire de l'école, mais en partageant nos expériences, ce que nous avons fait et donc ce que nous avons fait déjà depuis quasiment 2 décennies. La chose intéressante à propos de l'école ici, c'est donc que c'est connu comme le Centre international de Sri Aurobindo, c'est l'école de Ashram, et comme le nom le suggère, la chose intéressante, c'est que ça fait partie de Sri Aurobindo Ashram. Ashram, et vous le savez, et vous le savez, peut-être certaines personnes ne connaissent peut-être pas le contexte. Ashram, c'est donc le foyer donc du maître spirituel. Et dans notre cas, nous en avons deux maîtres. Le premier maître, c'est Sri Aurobindo, né au Bengale. Il a eu son éducation en Angleterre et sa famille, son père voudrait qu'il rejoigne donc le service public, mais là aussi, donc, il y a eu la domination britannique en Inde, et donc il a refusé, il est retourné en Inde, et pendant plusieurs années, il a commencé donc à réapprendre, il s'est plongé dans la culture indienne, les langues indiennes et d'où il venait vraiment ses racines parce qu'à certains moments il était plus connecté. Et donc pendant 12 ans, il s'est plongé donc dans cette culture indienne et ensuite il a joué un rôle très important dans le mouvement de liberté contre les Britanniques. C'était l'une des premières personnes qui a déclaré ouvertement que l'indépendance pour l'Inde devait assumer une forme totale, devait être totale. Mais bon, je ne vais pas me concentrer entièrement sur sa vie, mais bon, ensuite il a été arrêté pendant la Révolution. Il a passé une année en prison et en prison, il a eu une expérience spirituelle et finalement, c'est clair pour lui que l'indépendance du pays était assurée. C'est une question de temps. Et alors, il y avait un genre d'esclavage de la personne humaine et il fallait libérer l'esprit humain. Il est allé à Pondichéry, resté là pendant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1950. Et pendant ces 40 ans, la communauté a progressé autour de lui et c'est devenu donc le Sri Aurobindo Ashram. Et le rôle très important dans la conscience de cette communauté était joué par la personne auquel on se réfère comme la mère, une dame française qui s'est rendue en Inde. Et la première fois en 1914, ensuite en 1920. Et la chose intéressante, c'est que le 24 avril, ce sera les 200 ans. Donc, c'est quelque chose, c'est une date très intéressante. Et donc, dans quelques heures, ce sera le 24 avril. Donc, la mer est devenue ici. Lorsqu'elle est ici, progressivement, elle est devenue la force dynamique, la force motrice du travail et la communauté ashram s'est développée autour d'elle.
d'abord, il y avait une petite communauté d'une centaine de personnes qui vivaient à Pondichéry et ils ont évolué vers des pratiques spirituelles et il y a donc quelques années après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que certains disciples sont arrivés à Pondichéry avec leurs enfants et ces disciples ont demandé à la mère si on pouvait garder les enfants à Pondichéry pendant que la guerre était la guerre se faisait. Mais avant, bon, il n'y avait pas eu d'enfants. C'était vraiment très étrange. Donc d'abord, il y avait ces individuels qui pratiquaient leur spiritualité et maintenant, soudainement, ils s'étaient confrontés avec des enfants qui couraient dans tous les sens, qui étaient débordés de vie et qui débordaient d'énergie. Et la mère dit, bon, voilà, ce n'est pas juste que ces enfants doivent suivre la discipline sévère de la vie ashram. Ainsi, une école a débuté organiquement en 1943. Alors, c'est en 1943 que l'école d'ashram a commencé. Mais depuis les débuts, la mère a dit, si nous avons une école, ça ne doit pas être tout simplement une répétition des anciennes formes d'éducation. Tout le monde est impliqué, évidemment, dans pas mal d'expériences. Vous savez donc ce qui s'est passé. Mais elle était très claire, elle souhaitait que l'école d'ashram, depuis le début, soit et donc une orientation tout à fait différente. C'est ainsi que l'école d'ashram a commencé et continue à exister, existe toujours. Il y a quelques années, nous avons célébré les 75 ans de l'école d'ashram. Ces premiers enfants qui étaient là, qui jouaient, qui couraient dans tous les sens dans cette école, c'est la plus ancienne génération maintenant qui habite encore à Ashram. Donc le directeur de l'école était la personne responsable pour le collège. Ce sont des personnes que nous connaissons tous. On a tous eu le plaisir de les connaître. Et c'est donc très intéressant ce cycle que nous voyons maintenant dans notre propre vie. Évidemment, maintenant, ils sont devenus vieux, mais ils sont toujours très actifs dans la mesure du possible. Et maintenant, ils ont environ 80 ans et plus. Maintenant, peut-être un peu plus sur notre approche, parce que bon, il y a donc ça dérive directement du yoga et le mot yoga, je suis sûr qu'une fois de plus, tout le monde sait ce que ça veut dire. Yoga, c'est l'union avec le divin, avec le divin absolu. C'est c'est un concept très ancien de l'Inde. C'est le principe le plus important et là où on s'unit avec cette réalité, on surmonte le mal. Et beaucoup, il y a eu pas mal d'approches, pas mal de méthodes qui ont été pratiquées en Inde. À un certain moment, il y a eu l'association que la spiritualité était, disons, le fait de se retirer de la vie. La raison est la suivante. Ça doit être possible d'avoir des réalisations profondes. Et là aussi, la nature humaine, le corps, les émotions, les sentiments, l'esprit, chaque élément a des limites qui sont très difficiles à surmonter. Ainsi, il y avait cette tendance dans cette spiritualité sur des milliers d'années et qui n'était peut-être pas là au début, mais
Donc, cela s'est développé à travers les âges. Et donc, si vous voulez, donc la perfection spirituelle, c'était pas possible de le faire pendant la vie même. Donc, il faut se retirer dans la forêt, dans l'Himalaya. Il fallait s'écarter de la vie afin de voir et d'atteindre l'altitude. Et c'est vraiment une association très forte. Même la spiritualité veut vraiment dire abandonner, renoncer à la vie. Maintenant, ce qui est intéressant dans le fait que la mère, les enfants se sont rejoints pour la compilation du yoga, c'est que la tendance opposée donc a commencé dans l'Occident. Et il y avait aussi la fascination pour la réalité matérielle. Là, on croyait on commençait à croire aussi dans ce qui était au-delà. Et c'est le fait de joindre ces deux extrêmes du spectre qui se retrouvent dans le yoga. Donc, et être à même de ramener, de réaliser cette partie-là de notre existence, changer le corps et d'associer la spiritualité et on ne veut pas non plus se perdre dans le monde matériel où l'on oublie même qui nous sommes. Donc, on reprend toutes les parties de ce qui nous sommes en tant que personne. On prend tout, le corps, l'esprit, l'âme, tous ces différents aspects de notre personnalité qui sont très bien connus dans d'autres formes de spiritualité aussi en Inde. Mais ici, tout est repris et intégré et transformé. Et ce qui nous amène à notre éducation. Donc, pour la mère de Mother, nous retournons en 1943 quand l'école a été créée. Et là, on allait reprendre tous ces différents aspects. Et alors, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que l'on entend par intégral? Là, j'ai eu des discussions avec beaucoup de personnes et autour du monde, c'est un mot qui est utilisé de plus en plus. Et, donc, la sagesse indigène, tout. Le mot peut être compris de différentes façons. Par exemple, en regardant un sujet, il y a différents points de vue, différentes approches. C'est donc un genre d'intégralité. Mais le mot intégral est compris différemment parce qu'il y a un principe d'intégration où l'on peut harmoniser ces différentes parties. Cette partie d'intégration est connue comme le psychique. Le psychique, même en français, c'est l'âme à l'intérieur de nous. Et là, ce que l'on parle, peu importe le nom que vous donnez, peu importe comment vous en parlez ou comment vous le conceptualisez, beaucoup d'expériences et de traditions et réalisations connaissent son existence. Il parle du soul within, l'âme à l'intérieur. Et ici, donc, on intègre ces différentes parties. Lorsque l'école a commencé, cette âme vivante est donc l'objectif de ces systèmes d'éducation ici. Et comment pouvons-nous faire évoluer l'éducation de l'âme? Alors, je reprends ici aussi le rôle de celui qui l'enseigne. Et avant d'y arriver, je voudrais vous parler un peu de ce que c'était d'aller donc à l'école d'Ashram quand j'avais 9 ans.
Donc, j'ai eu mon éducation, comme j'avais dit, à Mumbai et à New Delhi. Et ensuite, à l'âge de 9 ans, j'ai été à l'école d'Ashram. Et il y avait un sens, comment dirais-je, de liberté. Il y a les différentes caractéristiques de l'école d'Ashram que je vais maintenant souligner. Et ça, c'est donc très important pour créer le climat général. La mère, par exemple, ne croit pas en examen, ne croit pas dans les examens. Elle croit à la libération, parce que bon, avant, on voulait réussir les examens, les points, les scores, tout ça était important pour certains. Et quand on vient à Ashram et quand vous sentez libre de toute pression, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas ce sentiment que chaque année vous avez donc vous avez des examens, ensuite vous passez à une autre, vous êtes promu dans la classe supérieure. Et bon, dans ce sens-là, dans ce système-là, vous pouvez être considéré comme un échec. Et donc là aussi, bon, dans l'école Ashram, on fait les sciences, physique, chimie, mathématiques, biologie, en français. Et les humanités, l'anglais et la géographie, c'est en anglais. Et en plus, nous devons aussi apprendre notre langue maternelle. Ça peut être l'une des nombreuses langues de l'Inde. Et il faut également apprendre le sanskrit. Le sanskrit qui est l'une des anciennes langues de l'Inde qui est utilisée pour beaucoup de connaissances traditionnelles. Donc, 4 langues étaient obligatoires. Et ensuite, c'était très intéressant que les professeurs, lorsque je suis arrivé à Ashram, ça m'a frappé, que les professeurs on ne s'intéressait pas à eux de la façon traditionnelle, monsieur, madame, etc. Et la relation qu'on avait avec ces personnes, ces personnes individuelles, les professeurs, étaient différentes. Et c'est l'une des choses qui m'a frappé. Et comme quand j'ai grandi, j'ai pu voir d'autres choses, ou comment la spiritualité était transmise dans l'école d'Ashram. Et comment nous comprenons l'éducation de l'âme. Bon, il n'y a pas de méthode fixe ni des formes, ça ne peut pas être imposé non plus. Cela ne peut pas être enseigné dans une classe où tout le monde est dans la classe et bon voilà, nous allons découvrir ce que c'est. Non. Et donc, au début, elle a enseigné dans beaucoup de classes. Il y avait énormément de lettres entre la mère, les élèves et aussi entre la mère et les professeurs. Et ça existe toujours. Ils sont publiés sous forme d'un livre que je vais partager avec vous à la fin de ma session. Et ce volume sur l'éducation, c'est vraiment un guide superbe pour nous tous qui essaient de développer de nouvelles approches. Et également l'accent important et qui ressort du livre que finalement, l'enseignant, le professeur, doit lui-même ou elle-même pratiquante du yogi, doit être un yogi. Alors, les résultats du monde intérieur doivent être expérimentés. Et l'influence, la présence aussi. Et ça, on a pu le sentir lorsqu'on a grandi. On a toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de très spécifique dans ce climat d'ashram, dans notre communauté.
tous nos professeurs étaient des volontaires, ils ne recevaient pas de salaire. D'ailleurs, même les professeurs actuels ne sont pas rémunérés. The entire atmosphere is one where Le son a disparu pendant quelques instants. adults who wish to volunteer, whose needs are either taken care of by the community or they have their own means and resources to look after their needs. But one way or the other, it's not a career for which the teachers. Malheureusement, on a une très mauvaise connexion à certains moments. Alors, tout le climat change parce qu'il n'y a pas question de promotion. Il ne faut pas prouver quelque chose à quelqu'un. Et pour les élèves, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de sens de l'obligation. Vous êtes là parce que vous aimez bien faire du progrès, vous aimez bien le climat. Le progrès que vous réalisez dépend entièrement à votre volonté. Et c'est donc une très belle phrase de la mère quand elle dit « La volonté pour la grande découverte doit toujours être là, au-delà de vous, au-delà de ce que vous êtes, comme un faisceau de lumière qui domine tous les mouvements de votre être. » C'est comme... Oui, il y a un professeur qui a demandé à la mère, bon voilà, nous allons enseigner aux élèves les sujets. Vous vous occupez de la spiritualité, de l'éducation. Et la réponse de la mère a dit, non, voilà, c'est ce que c'est de casser cette division qui a donc une vie spirituelle et un autre côté non spirituel, qui a des sujets spirituels et des sujets non spirituels. Mais toute activité de la vie, tout aspect de l'éducation peut être enseigné par disons, une prise de conscience. Et voilà ce que cela signifie, ce qu'on essaie de transmettre. Peu importe ce que vous faites, mais ce qui importe, c'est la façon de faire, c'est le sens, donc votre connexion interne. Donc, c'est un domaine très vaste. On parle de l'éducation spirituelle. C'est donc le temps de tout, cela prend toute une vie. Maintenant, autre chose qui m'a frappé en tant qu'étudiant, c'était, bon, en grandissant, on avait le choix à 15 ou 16 ans de ce qui était appelé le système du progrès libre. Et c'était une section expérimentale de l'école, parce que l'école, bon, a passé par différentes expérimentations. Nous, on faisait partie, évidemment. Et cette expérimentation était la suivante, c'est-à-dire prendre un groupe d'enfants qui étaient intéressés et de dire, vous n'avez pas un horaire fixe, un emploi du temps qui n'est pas fixé, donc vous êtes libre. Vous devez vraiment déterminer ce que vous aimeriez bien étudier. Combien de temps aussi? Et par la suite, et c'était vraiment quelque chose d'entièrement nouveau et très intéressant. Et chacun, donc, pouvait se rendre à un enseignant plus âgé qui agissait comme un tuteur. Et lui, il aiderait les enfants et il les aidait à faire un choix. C'était également une caractéristique qui faisait partie de cette éducation. Et pour beaucoup de personnes, cette liberté était vraiment cruciale. Et toutefois, je crois que ce concept de liberté est mal compris. Et lorsque je parle à d'autres éducateurs, même dans l'école d'Ashram mais également ailleurs, il y a des débats sur ce qu'on entend par la liberté. Faut-il dire à un enfant de 6 ou 7 ans de faire ce qu'il veut et dire que c'est la liberté? Est-ce que c'est ça, la liberté? Est-ce que la liberté veut dire d'être libre de choisir votre sujet? Est-ce que c'est ça l'expression de la liberté? Ainsi, c'est donc
une notion très intéressante. L'idée de liberté est essentielle pour le développement de l'âme. Toujours est-il, nous oublions très souvent que la liberté est également liée étroitement à la discipline. La liberté est donc liée à la volonté. Par exemple, lorsque nous choisissons qui fait le choix, quoi en nous fait le choix. Et si ce choix est fait par l'intérieur de nous-mêmes, c'est la liberté. Mais si le choix est dicté, par exemple, par des préjudices mentaux, par le désir de l'être, est-ce que c'est vraiment la liberté? Est-ce qu'on peut l'appeler la liberté? Ainsi, j'ai eu une interaction très intéressante avec un de mes élèves. J'enseigne à la section des plus âgés, donc au niveau du collège, des enfants entre 18 et 21 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, ils ont déjà pas mal de liberté. Il n'y a pas de sujet fixe, il n'y a pas des enseignants fixes. Donc, évidemment, ils n'ont pas vraiment, ils ont le choix de ne pas être libres. Enfin, mais j'ai un élève qui a suivi mes classes et bien qu'il avait choisi ma classe, cette classe était prévue pour l'après-midi où on vit dans le sud de l'Inde, il fait très très chaud et on a des journées très longues et donc l'après-midi parfois on fait une pause après le déjeuner, parfois vous dormez et ensuite il faut avoir quand même la volonté. Bon voilà, je dois suivre la volonté, il faut avoir la volonté. Mais cet élève était très, il voulait, mais il dormait beaucoup et il a raté certaines classes. Et bon, on assistait quand même, on voulait, disons, qu'il vienne. Alors il m'a dit, bon, je ne suis pas arrivé, je dormais, je n'ai pas pu me réveiller. Et un jour, je voulais comprendre. Donc, mettez votre réveil. Comment est-ce possible que vous avez raté autant de classes? Et lui, il a dit oui. Il disait aussi qu'il aimait bien les classes. Donc, c'était pas une question de ne pas vouloir. Il dit oui, 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 j'ai mis mon réveil. Et ce qui se passe, donc, lorsque vous réveillez avec un réveil, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas de volonté. Je sais ce que je dois faire, mais la volonté manquait. Et pour moi, en tant qu'enseignant, c'était un moment de compréhension très profond d'un concept que mentalement je comprenais, mais là, j'ai pu le voir moi-même. Afin être vraiment libre, il faut avoir le contrôle de soi-même et la possibilité d'exercer cette volonté de notre être. La vraie liberté n'est pas la satisfaction de ce que nous voulons faire, ce n'est pas la satisfaction des impulsions, des désirs, le sentiment du moment, mais la vraie liberté, c'est lorsqu'on est libre des lois et on peut se libérer, plus on peut se libérer, mieux ça vaut. Donc, il y a un genre de paradoxe. La libération est une liberté de vous-même. Et quand je vois comment la mère a arrangé et structurisé l'école, c'est quelque chose, une liberté qui évolue. Plus on évolue, plus il y a de choix à faire. Bon, on ne peut pas laisser faire les enfants ce qu'ils veulent. Il y a une certaine discipline à respecter. Il y a aussi la valeur de la discipline. Et puis au fur et à mesure que l'on devient plus âgé, il y a plus de liberté. Donc, encore une fois, c'est une autre chose que je souhaiterais souligner ici. Je voudrais souligner un autre aspect aussi, à savoir l'éducation physique. L'éducation physique
c'est l'éducation du corps qui va apporter un certain stress. Chaque jour, on doit obligatoirement faire 2 heures de gym. Donc, un jour, on doit nager, le lendemain, on peut faire de l'athlétisme, et puis le troisième jour, de la gymnastique, ou encore différents jeux comme du basket, du football, du hockey. Donc, encore une fois, ici, le modèle a changé toute l'approche. Donc, de faire du sport comme loisir, et ici, on fait du sport pour utiliser l'énergie de manière productive, pour être plus conscient de soi-même et enfin pour développer le corps comme un instrument pour un objectif. Et donc ici, progressivement, on a introduit ces idées de manière non didactique. C'est un petit peu comme si on imposait cela. Et donc, le stress lié à l'éducation physique veut dire que même si nous faisions du sport tous les jours, on a compris que ce n'était pas simplement être en compétition avec les autres, mais être en compétition avec soi-même, parce que on devait faire des progrès et on devait à chaque fois gagner. Et donc, notre coach disait toujours, comment tu t'es amélioré? Est-ce que tu sautes plus loin maintenant? Combien de poids arrives-tu à soulever? Ou comment te trouves-tu par rapport à ton camarade? Et encore une fois, on a changé l'idée de base pour toujours aller plus loin. Il y a une très belle phrase qui dit « La grandeur d'une personne est la grandeur de sa personne intérieure. » Et ce que cela veut dire pour moi, c'est que plus vous vous individualisez, plus vous vous universalisez. En d'autres mots, plus vous êtes capable d'écouter votre partie intérieure, plus vous allez pouvoir répondre à vos besoins et plus nous allons devenir universels, capables de faire beaucoup plus de choses et capables de progresser. Et donc, voici certains des aspects les plus importants de l'éducation intégrale. Et aussi, voici mes expériences d'étudiants. Et je voudrais vous parler également de mon expérience en tant que professeur. Donc, quand j'ai eu terminé mes études à l'ashram en 2004, pendant les années où j'étais à l'école, je lisais beaucoup de livres et ces livres étaient écrits sur différents sujets, comme par exemple la philosophie, la culture, la politique, pour comprendre les événements avec une perspective différente, la littérature et bien sûr la pratique du yoga. Et donc, je me suis intéressée à certains de ces domaines et lorsque j'ai terminé mes études, je voulais continuer dans la communauté de l'ashram. Et je voulais travailler dans l'un des départements parce que l'ashram, c'est une communauté d'environ 2000 personnes et j'inclus les étudiants. Et toutes les activités de la vie sont présentes dans le ashram. Donc, on cultive de la nourriture, donc on a des agriculteurs. On a des infrastructures, donc on a des personnes qui gèrent les infrastructures. Il y a des personnes plus âgées qui ont besoin d'infrastructures. Il y a l'école. Et puis, il y a également les choses qu'on a besoin pour la, la vie quotidienne, comme par exemple une laverie
un service qui gère les vélos, par exemple. Parce que bon, maintenant l'ashram est grand, mais au départ, c'était peut-être un petit peu plus petit. Et donc, tous ces départements font partie de la vie de l'ashram. Et en évoluant, l'école de l'ashram a fait partie de la communauté également. Et donc, cela m'a permis d'avoir une interaction très intéressante avec la communauté. Alors, pour moi, en travaillant dans un département de l'ashram, on m'a demandé d'être professeur. Et je devais travailler avec un autre professeur. Et puis, j'ai eu mon cours à moi. Et donc, être un professeur, c'était une transition pour moi pour voir mon expérience, pour être un petit peu de l'autre côté de la barrière. Et j'ai compris que ce n'était pas une question de connaissance par rapport au domaine que j'enseignais. C'était plutôt une question de personne. Bien sûr, vous deviez connaître votre domaine, mais si vous voulez être respecté par les étudiants, si vous voulez enseigner, vous devez vous comporter d'une certaine manière. C'est vraiment important de vous présenter d'une certaine manière devant eux et la manière dont ils vous perçoivent est très importante. Et donc, voilà certaines des leçons que j'ai apprises. Et étant donné que j'étais professeur pour tous les étudiants, c'était important pour moi aussi de voir ce que j'attendais d'eux, à savoir l'enthousiasme, la curiosité, l'envie d'apprendre. Et j'ai compris que si je voulais voir cela chez eux, je devais les inculquer pour moi également. Et donc, en devenant professeur, je redevenais aussi un étudiant à la fois. Et donc, en fait, c'est quand je suis devenue professeur que mon éducation a commencé et moi, je me sens toujours comme un étudiant parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. J'apprends tous les jours. Il y a tellement de choses à apprendre et plus vous voulez apprendre, plus vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à apprendre. Travailler dans l'éducation, pour moi, ce n'est pas uniquement enseigner aux enfants, mais c'est également une approche de vie. Et pour moi, toute l'approche de l'éducation doit être liée à une connaissance de soi. Alors maintenant, ça fait 40 minutes que je parle environ, et je me demande si ce ne serait pas chouette d'entendre un petit peu l'expérience d'Abhinav, parce que nos expériences sont complémentaires dans le sens où on a tous les deux grandi dans l'ashram. Et comme Abhinav l'a mentionné, on n'a que quelques années de différence. Et moi, j'ai vécu toute ma vie à Pondichéry après avoir quitté mon pays. Et j'y retourne de temps en temps, mais sinon, je suis toujours à Pondichéry. Et Abhinav, lui, a eu l'opportunité d'être plus à l'extérieur et de faire le lien entre l'ashram et le monde extérieur. Et une chose que je dois bien dire avant de conclure et avant de donner la parole à Abhinav, c'est que beaucoup de personnes nous disent, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est lorsque ils rencontrent des étudiants de l'ashram, ils ne savent pas absolument pas ce que c'est. Et je ne veux pas donner l'impression que chacun d'entre nous qui est sorti de l'ashram est un peu différent, a été changé, même si c'est le cas. L'école en elle-même se développe encore. Nous la développons encore. Et pourtant, malgré toutes les imperfections, tous les obstacles, toutes les contraintes,
Il y a quelque chose de spécial dans ce lieu qui façonne notre vie et qui façonne notre vision de la vie. Et donc, je suis très curieux d'entendre Abhinav, l'expérience d'Abhinav, en tout cas, son expérience scolaire. Donc, je t'en prie, Abhinav, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Devdeep. C'était très inspirant. Et j'ai l'impression que hier encore, j'étais à Pondichéry. Vraiment, je partage tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as dit. Alors, on ne veut pas faire de publicité, hein. Enfin bon, tu as eu quand même 20 minutes de plus que moi. Mais non, ne t'inquiète pas, on a tout le temps qu'il faut. Ne t'inquiète pas, on peut faire des allers-retours. Donc peut-être que tu peux partager ton expérience. Moi, je peux reprendre, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est toujours intéressant lorsque c'est un peu plus interactif. Alors, tu as fait partie de l'école, moi aussi, pendant 3 ans, et je pense que ces 3 ans étaient très importants pour moi et m'ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Pendant ces 3 ans, ce que j'ai appris, c'est d'apprendre à apprendre. Quel âge as-tu? Ah, quel âge avais-tu? C'était de 16 à 19 ans ou de 16 à 18 ans. Et j'ai toujours eu des professeurs très inspirants. On avait des professeurs du Canada, de France, d'Inde. Et ces professeurs étaient des experts dans leur branche. On pouvait leur poser n'importe quelle question des sciences, des maths, en passant par la physique. Ils pouvaient répondre. Et je me rappelle qu'il y avait un couple canadien qui s'appelait Louis et Louise. Et moi, je suis allée voir Louise qui apprenait le français et je m'intéressais à l'urbanisation. Et donc, elle jouait à un jeu comme SimCity. Dans le même temps, elle m'a permis de comprendre comment fonctionnait l'urbanisation tout en me parlant français. Et d'autre part, Louis était un expert en automatisation et en économie. Et avant de rencontrer Louis, je m'intéressais à l'astronomie. Et donc, pendant les 6 premiers mois, on pouvait choisir toutes les branches qu'on voulait suivre. Alors, j'ai acheté un télescope et j'ai décidé d'apprendre à calculer les différentes lignes astrologiques, etc., pour faire de l'astronomie. Et je voulais devenir un astronaute à cet âge-là. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, quelque chose a changé. Et puis, je voulais devenir ingénieur. Et puis, j'ai voulu devenir hacker également. Et puis, quand j'ai rencontré Louis, j'ai été très inspirée par l'économie et l'automatisation. Et avec son expertise, il réussissait à vulgariser les choses, à rendre les choses plus simples. Et donc, pendant ces 3 ans, j'ai appris aussi à faire des recherches, poser les bonnes questions, m'adresser aux bonnes personnes, chercher la bonne information. À l'époque, c'était les débuts d'Internet et donc j'apprenais à poser les bonnes questions et j'étais aussi autodidacte. La liberté, comme l'a dit Devdeep, implique des responsabilités. Donc, j'avais des collègues qui ne savaient pas comment gérer cette liberté à l'époque. Et donc, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être qu'ils l'ont regretté. Moi, j'ai
Moi, j'ai eu des moments où je pouvais faire exactement ce que je voulais, mais parce que j'étais disciplinée, j'avais cette contrainte d'être là au cours pendant l'après-midi. Mais bon, il n'y avait personne pour prendre les présences. Mais il y avait pourtant des règles à suivre. Et dans ces règles, on pouvait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, par exemple, je suis un enseignant, je suis un coach dans une entreprise pour l'innovation et je travaille dans l'innovation frugale, c'est-à-dire d'une formation avec des contraintes. Et une fois que les contraintes sont établies, on voit que nous pouvons innover et que nous avons toute la liberté qu'il nous faut grâce à ces contraintes. Une liberté sans contrainte, c'est paralysant. Et un dernier point, comme vous l'avez dit, c'est difficile dans le monde extérieur de vivre avec ses convictions et ses valeurs avec lesquelles on a grandi. Parfois, les gens vous regardent en vous disant, bon, ben toi, tu viens d'un univers parallèle. Abel peut sans doute en témoigner également. Abel est sans doute l'une des seules personnes que j'ai rencontrées. Et lorsqu'on parle de karma yoga, de service ou de faire quelque chose sans penser au retour, lorsqu'on voit Abel en action, on voulait créer un petit village écologique. Lorsque Abel fait de la permaculture ou qu'il organise ses conférences, faire une action pour l'action et pas pour quelque chose, pas pour avoir un retour. Je me rappelle que c'est vrai que mettre ça en pratique dans le monde réel, c'est pas toujours facile. Oui, Deep Deep, si je peux rebondir, j'ai passé 1 an et demi au Népal. Et lorsque je suis rentrée ici en France et que j'ai rencontré Abhinav et ses collègues, je me suis dit, quelle est la différence? Je sens la différence. La différence, c'est la suivante. Ils ne travaillent pas pour une réalisation sociale ou une réalisation individuelle, mais ils travaillent pour la Terre et pour l'humanité. Donc, c'est un don. Travailler est un don. Ce n'est pas prendre quelque chose ou obtenir quelque chose, c'est juste un don. Et c'est profond. Et ça, c'est la différence vraiment que je vois dans le monde avec les personnes qui proviennent, qui ont eu cette éducation-là. Il n'y a pas vraiment d'attente. C'est faire les choses pour l'action. Et une autre différence, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont, ne pas aller à l'encontre de la vie, prendre les choses telles qu'elles viennent. Et ça, c'est très profond. Je peux voir cela avec les personnes qui proviennent, qui ont eu ce genre d'éducation. Pour ceux qui comprennent, et voilà, c'est plus facile. D'autres, un peu moins. Comme Abel l'a dit, on a une expérience similaire, et ce que Devdeep a dit aussi, c'est que l'éducation intégrale est une éducation de l'âme. Dans le monde extérieur,
on n'ose pas trop prononcer le mot spiritualité ni religion. Mais je pense que c'est une question de foi. Et comme Abel l'a dit, si nous avons la foi, en fin de compte, tout ira bien. On trouvera une solution. C'est juste une croyance. Et donc, Devdeep, si tu veux intervenir, il y a également une question. Voyez-vous une convergence entre le système de l'Ashraf et le système du monde extérieur ou d'autres systèmes comme Montessori, Steiner, etc. Alors, une chose qui est très claire pour moi, c'est que de plus en plus de personnes de systèmes éducatifs traditionnels s'ouvrent et reconnaissent l'importance de nouvelles formes d'éducation. Nous accueillons des centaines de professeurs en Inde d'écoles conventionnelles et souvent ce sont des professeurs qui veulent introduire une nouvelle vision de l'éducation. Au cours de ces dernières années, on a aussi eu des professeurs issus d'écoles gouvernementales. Et ça, c'est une nouvelle tendance en Inde. Des professeurs de différents États en Inde. Comme vous le savez, l'Inde est composée de différents États. C'est un pays très diversifié. Et la qualité de vie, le niveau d'alphabétisation dépend d'où vous venez, de quel État en Inde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a de plus en plus d'États qui veulent progresser et qui envoient leurs professeurs pour voir ce qui se passe ailleurs. Et parfois, nous accueillons des professeurs d'écoles gouvernementales et la situation dans les écoles gouvernementales en Inde est compliquée. Il faut avoir un bon sens de service si vous voulez bien faire votre job parce que les ressources sont très limitées. Le nombre d'élèves est énorme. Parfois, il y a des élèves qui sont défavorisés. Et donc, c'est très inspirant de voir cette tendance de désir des professeurs de s'ouvrir à d'autres formes d'éducation. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie de la question concerne la politique. Il y a quelques années, l'Inde a déclaré la nouvelle politique de l'éducation. C'est quelque chose qui est en vigueur depuis de nombreuses années maintenant et c'est une politique gouvernementale, donc on ne peut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire d'un point de vue spirituel, même si elle est révolutionnaire, parce qu'elle essaye vraiment de faire de son mieux pour offrir un nouveau paradigme pour l'éducation. Et dans la conception de cette nouvelle politique, beaucoup de personnes ont été impliquées. Ils ont visité les écoles des ashrams, ils ont parlé à nos professeurs et donc c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, je pense que ces centres comme l'école de l'ashram, et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits aussi dans le monde similaires, sont une preuve qu'il y a des éducateurs, qu'il y a des écoles dans le monde qui essayent d'apporter des nouvelles formes d'apprentissage, d'essayer un petit peu de modifier les choses. Et ces centres deviennent de petits centres d'inspiration avec l'influence qu'ils ont qui va au-delà de l'environnement immédiat. Et plus il y aura de personnes dans de telles institutions qui essayent d'apporter un changement, même si cela semble tout petit, ce sont des petites écoles. L'école d'Ashram avait 25 à 30 diplômés par an, donc ce n'est pas énorme. Mais par contre, l'effet de cela,
c'est bien plus qu'un effet numérique. Et donc, je pense que pour répondre à cette question, cette convergence n'est pas quelque chose que nous pouvons, auquel nous pouvons nous attendre dans un futur proche, mais c'est quelque chose qui bouge dans la bonne direction. Et donc, je suis assez optimiste dans tous les cas. Je suis optimiste. Je pense qu'il y a vraiment un changement qui a lieu. Alors, en termes de comparaison, par rapport à d'autres systèmes éducatifs comme les écoles traditionnelles, je pense que tous les systèmes éducatifs, tous les mouvements éducatifs essayent d'une manière ou d'une autre de comprendre le monde et le rôle de l'individu dans le monde avec une perspective différente. Si vous regardez les différentes dans les approches, il y en a beaucoup parce que le monde, et c'est très bien parce que le monde a besoin de diversité. Et il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Même dans l'école Ashram, nous avons beaucoup de débats entre nous pour savoir comment est-ce qu'on devrait mettre en place telle ou telle chose. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'objectif? Et donc, le fait de discuter de toutes ces questions, tous ces domaines, on a l'impression qu'on a la réponse à la question. On parle de beaucoup de choses, mais au moins, on a l'impression d'aller dans la bonne direction. Voilà, ça, c'est la réponse que j'apporterai à la question. Mais il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder. On dit toujours qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Et je pense que l'une des choses précieuses que nous avons à Pondichéry, dans l'école de l'ashram, c'est la communauté. Et je voudrais vraiment souligner cela parce que je n'ai pas souligné assez. On parle d'éducation en termes d'infrastructure, de bâtiments, de technologie, de formation. Non pas que ces choses ne sont pas importantes, elles sont importantes. Mais ce qui rend une école spéciale, c'est l'environnement dans lequel elle se développe. Comme une plante, une fleur a besoin d'un environnement propice. Eh bien, les enfants ont besoin d'environnement propice. Et lorsque vous arrivez à créer une atmosphère de progrès, d'amour, de joie, les enfants sont réceptifs. Et je pense que plus on parle d'éducation et d'enfants, parfois les professeurs des écoles conventionnelles se demandent comment mettre en place ces environnements dans leur école parce qu'ils ont des examens, ils sont obligés de suivre un système conventionnel. Et donc, moi, je comprends tout à fait ces défis, mais si on arrive à créer une atmosphère spécifique où, au lieu de donner l'importance aux choses, peu importe les notes, peu importe on donne plus d'importance au progrès, à la conscience psychologique, à un progrès différent, eh bien, c'est de cette manière qu'on arrivera à changer de paradigme. Et le sens de la communauté pour cela est très important. Alors, il y a un commentaire, je vois ici. Les choses sont en train de bouger, c'est pourquoi il y a autant de déséquilibres. Ces nouveaux mouvements bouleversent les ordres établis qui rentrent en résistance avec leurs propres interdits. Ah oui, je pense que c'est tout à fait juste et c'est vrai pour le monde en général. À chaque fois que l'on voit quelque chose de nouveau, il y a toujours une période de transition, de changement, et il y a toujours une période de trouble. Mais il y a également un espoir parce qu'on se dit que le changement est possible. Lorsqu'on était à Paris,
Il y avait des groupes qui étaient très intéressés par des questions spirituelles, ésotériques. C'était juste avant la Première Guerre mondiale. Ma mère est arrivée à Pondichéry dans les années de la Deuxième Guerre mondiale et donc elle a passé des moments difficiles. Et c'est également un moment où il y a eu des changements profonds. Et cette dualité, je pense, est importante à reconnaître. Plus il y a des choses qui changent, plus il y a de déstabilisation, mais plus on vit. Et ce n'est pas un signe de désespoir. C'est un rappel pour nous qu'il faut nous ancrer dans les choses les plus importantes et que nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Maintenant, nous avons encore 15 à 20 minutes, je crois, non? Donc, nous avons encore 10 à 15 minutes. Oui, oui, en effet. Encore 30 minutes. Alors, peut-être le moment est venu donc d'interviewer les personnes qui sont intéressées. Et j'aimerais bien partager mon écran. Donc, ce ne sont pas des passages très longs. Mais bon, ici, je veux dire aux personnes, partagez, disons, cette partie-là sur l'éducation et où qui contient toutes les lettres adressées à la mère et tous ceux qui s'intéressent notamment à cette éducation spirituelle. C'est vraiment des écrits très importants et donc, c'est bien de connaître ces écrits. Donc, je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse lire ces lettres. Attention, parce que disons, il faut lire lentement, évidemment, pour nos interprètes. Merci. Je ne vais pas lire de trop non plus, quoi. Non, je suis prêt. J'ai mis mon microphone. Vous voyez tout à l'écran? Faites signe. Voilà, la mère de Pondichéry, ses différents écrits, ses commentaires, ses pensées sur l'éducation. Alors, je passe en revue donc la table des matières. C'est le volume 12 des travaux réunis de la mère. Il y a différents volumes donc d'écrits. Voilà, donc une photo en 96. Remarkable when you think about the fact that Project of Orville was launched when she was already well into her 90s. That gives you a sense of just dynamism and action she was able to put into force even in spite of her age and the fact that she was not moving around at that point. Sorry, that was a bit of a diversion. We'll come back to the table of contents. So now I will show you here. So there are different parts in this book. The first part is... Excusez, il y a eu un petit problème technique. Ici, c'est une série d'articles qu'elle a écrits et donc qui sont importants pour elle. Ici, par exemple, elle parle les différents
les différentes étapes de notre éducation, donc l'éducation physique, l'éducation vitale, mentale, l'éducation psychique et spirituelle. Lorsque nous parlons, c'est le développement de tout l'éducation de tous les sujets conduit, dirigé par le psychique et qui rend possible l'ouverture. Il y a d'autres articles qui sont très intéressants également. Par exemple, les 4 austérités et les 4 libérations. C'est un texte très profond pour quelqu'un qui souhaite vraiment et qui veulent en venir à une maîtrise de soi-même. C'est un texte qui inspire. Ensuite, je descends. Si tout le monde peut-être se pose des questions, quel est le problème des femmes? Et ici, elle reprend. Vous connaissez, vous savez, la mère croyait dans l'égalité des sexes. Elle a commencé à l'époque où il y avait pas mal d'activités sportives à Ashram. Et elle a fait des choses très radicales. Elle voulait que tout le monde joue en short. C'était en 1949. Tout le monde, par là j'entends, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, de tous les groupes d'âge, même les femmes plus âgées, dont certaines venaient de familles très traditionnelles qui portaient encore des saris. Mais elle a insisté que tout le monde puisse participer aux activités sportives, à l'éducation physique et qui devait porter des shorts et être habillé comme tout le monde, comme tous les autres. Et là, c'était vraiment un changement, un bouleversement total. Alors, c'est pas uniquement le fait de porter des shorts, mais faire aussi comme les garçons. On play du football et d'autres jeux. Même avant que c'est devenu populaire dans d'autres parties du monde où les filles, les femmes pratiquaient tous les sports. Donc là aussi, il y a des essais très intéressants sur la façon de regarder, de s'approcher de la différence des genres. Là, il y a aussi des messages, des lettres sur différents sujets et qui se rapportent donc à l'école de Ashram, qui fait partie donc de l'éducation, enfin, l'éducation dans le centre de Sri Aurobindo international. Là aussi, j'ai peut-être oublié de le mentionner, il n'y a pas de vacances d'été, vacances d'hiver, comme dans les autres écoles traditionnelles. On n'a qu'un mois et demi par an lorsque les élèves peuvent choisir de sortir. Et nombre d'entre eux restent à l'école, même pendant cette période où ils partent pendant quelques jours et ils reviennent. Et ce qui est intéressant, c'est donc lié à cette atmosphère, parce que bon, vous avez créé une atmosphère, un climat où l'enfant sent bien. C'est très intéressant, mais ça aussi, vous pouvez lire certaines de ces lettres. Ensuite, elle arrive au sujet, les professeurs, les enseignants, les CV, etc. Ensuite, il y a également toute une série de lettres sur l'éducation physique et tout le monde qui s'intéresse au sport d'un point de vue de la prise de conscience va trouver ces lettres très intéressantes. Alors là aussi, elle reprend différents aspects de l'éducation physique. Ensuite, d'autres lettres plus spécifiques sur son travail à l'école. Ici, les réponses aux moniteurs hommes et femmes. C'est une série de lettres, moniteurs, donc monitrices. Il y a donc un jeune enseignant, un jeune homme, une jeune femme
qui eux-mêmes étaient élèves et qui ont commencé à enseigner, qui ont commencé à faire du coaching, les enfants. Et alors, ils se posaient des questions quant à leur attitude, comment enseigner ces enfants. Et ils étaient étudiants eux-mêmes. Et donc, vous voyez comment la mère travaille avec les personnes individuelles pour les conduire à une compréhension plus approfondie de l'éducation. Et à la fin, donc, vous avez ces conversations qui ont été enregistrées avec des groupes d'enseignants sur des thématiques d'enseignement, d'éducation. Comme je vous l'ai mentionné, on a eu tellement de débats à propos de l'éducation parce que il ne s'agit pas d'une forme fixe, quelque chose de structuré. C'est donc ce changement de conscience et comment on arrive jusque-là. C'est donc également un sujet très intéressant. Dans un groupe où tout le monde essaie d'arriver aux mêmes objectifs, quelqu'un va dire, pour moi, la discipline est plus importante, d'autres personnes diront, la liberté est plus importante. Quelqu'un d'autre encore dira comment faire l'équilibre entre les deux et ainsi de suite. Et même à ce moment-là, il y aura des enseignants qui parlaient des différents aspects de l'éducation. Et voilà donc les conversations qui ont été enregistrées. À la fin, dans la troisième partie, il y a les drames. Parce que les enfants vont établir un programme chaque année pour la fonction de l'école. Et ici sont des pièces de théâtre. Donc, et ce qui est remarquable par rapport au travail de la mère, son accent était toujours sur l'utilisation de chaque activité comme un moyen. On ne regarde pas l'activité en tant que telle, mais donc les activités pour la croissance de soi-même. Voilà les différents textes. Je peux peut-être partager ce PDF avec vous. Je vais vous donner le lien. Peut-être que c'est déjà fait. Google, I just put it. Oui, j'ai déjà mis le lien. Donc voilà, c'est disponible pour tous ceux qui souhaitent lire ces lettres. Merci, Devdeep. C'est vraiment un livre très intéressant avec énormément de réponses, questions, réponses, questions pour les éducateurs, pour les parents. Et c'est vraiment quelque chose de très utile. Voilà, je crois que j'ai couvert pas mal de matière aujourd'hui et je crois que nous pouvons évidemment continuer à parler de plusieurs aspects, mais pour terminer, je voudrais brièvement résumer ce que nous avons vu lors de cette session. Nous avons commencé avec une explication globale de la vie. On a parlé de la mère, comment elle est arrivée à Pondichéry et comment l'ashram a grandi autour d'eux. Donc les chercheurs de liberté. Et ensuite, depuis les débuts, évidemment, ce que la mère souhaitait, si on commence une école pour les enfants, il voudrait qu'elle soit différente des autres. Et il faut être conscient que les enseignants dans cette école avaient suivi une éducation conventionnelle. Et pour eux, c'était un grand changement de comprendre qu'elle souhaitait une nouvelle façon d'enseigner. Abhinav et moi-même, nous avions été éduqués dans un autre système. Et donc, en quelque sorte, on avait déjà une expérience scolaire, mais ici, donc, on était ancré dans le système traditionnel. Mais pour nous, il fallait voir les choses différemment.
Et ça, c'est donc un volume que j'ai partagé avec vous, comment graduellement on a commencé à penser autrement. Ensuite, on a commencé à parler de l'évolution de l'école. J'ai parlé de la des des différents éléments. J'ai parlé de l'intégration. Là aussi, la liberté, la discipline, parce que la liberté, mais la liberté de quoi? La liberté de l'âme pour pouvoir faire un choix. Et il faut en être conscient jusqu'au moment d'en être conscient. La liberté doit également doit aller de pair avec la discipline. Ce sont des principes dont on a partagé avec vous et finalement, Abinaf et moi-même, nous avons partagé nos expériences, le fait d'avoir grandi dans cette école d'ashram et là aussi, le pont établi entre ce qu'on a appris à l'école d'ashram et le monde extérieur. Donc moi, j'apprends encore tous les jours. Je suis toujours un étudiant, pour ainsi dire. C'est donc une éducation continue de la vie. Voilà, en quelques mots, tout tout ce dont j'ai parlé pendant 1 heure et 20 minutes quasiment. Et je crois que c'est vraiment le moment de conclure notre session. Et si vous avez des questions, évidemment, oui, nous avons encore un peu de temps, quelques minutes. Bon, étant donné que dans cette éducation, il n'y a pas de certificat, est-ce que les enfants sont prêts à aller travailler dans le monde extérieur? Parce que oui, taking this time. It's like pretty late in India, and also seeing how methodical and structured your approach is. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance, ou plutôt la question était différente. Comment est-ce que les personnes peuvent... Oui, je vois maintenant. Oui, oui. Donc, j'ai éprouvé quelques difficultés au début, du moins, au début. Et je voulais étudier le management, la gestion. Et là, j'ai dû passer des examens, des concours, et je savais, afin de rentrer dans le système, que je devais passer par là. Mais à la longue, j'ai eu quelque chose comme 92 pour 92% comme résultat. Ensuite, j'ai passé quelques journées avec mon père pour me rendre à l'école. C'était le moment de l'interview, de l'entretien. Et ils ont ouvert mon dossier et ils ont dit « Ah, où sont vos marques, vos points ?» J'ai dit « Non, je suis désolé, mais bon. » Donc, ils ont dit « Non, on ne peut pas vous accueillir. » Parce que bon, ils m'ont même pas donné la possibilité de m'expliquer, parce que bon, vu que je n'avais pas donc pu montrer les points que j'avais obtenus, etc., etc. Mais je voudrais y retourner et donner donc une conférence dans cette école. Et ensuite, bon, il fallait changer les règles du jeu. Ensuite, j'ai été en France. Et là, pour moi, c'était beaucoup plus facile d'être accepté. Il y a les mêmes questions qu'en Inde. Mais ici aussi, j'ai quand même été aux meilleures écoles en gestion et en ingénierie.
Mais bon, les portes sont grandes ouvertes et nos certificats finalement sont acceptés et toutes les portes s'ouvrent. Et en arrivant en France, il y a 3 ans, j'ai commencé à donner des cours à HEGC à Paris, qui est une université très dans la gestion reconnue en Europe. Et là, ce jour-là, vraiment, finalement, je savais que j'ai eu donc mon diplôme d'une école respectable. Et mon frère, lui, il est donc dans le Essex Business School et il a bien réussi. Le certificat ne pose plus de problème si vous souhaitez obtenir ce que vous voulez vraiment. Yeah, I think also that, as Abhinav says, Oui, comme Abhinav vient de le dire, beaucoup de nos élèves, où ils vont maintenant, les portes s'ouvrent, mais quand des nouvelles portes s'ouvrent, c'est parfois difficile, mais dès qu'ils passent la porte, it's almost as if invariablement, c'est comme, ou dans certains, et dans certains cas, nous avons eu la demande d'une école ou disons, des lettres adressées par d'autres écoles où ils nous demandent d'envoyer d'autres élèves de venir chez eux, donc des élèves qui ont suivi, qui ont été à l'école d'Ashram. Les autres écoles sont de partie demanderesse. Et lorsque l'un des apprentissages les plus importants à Ashram, c'est qu'ils deviennent, ou lorsqu'ils développent une certaine passion pour quelque chose. Il n'y a pas, ils veulent apprendre pour le plaisir d'apprendre, pour apprendre plus, pour grandir plus. Et lorsque les gens le ressentent, lorsque les gens le voient, à ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes sont ouvertes à en apprendre plus. Beaucoup d'élèves disent, si vous avez un examen d'entrée, bon, essayez, et ensuite vous verrez. Et même s'ils n'ont pas le certificat ni de degré, et nous ne souhaitons pas donner un diplôme ou un degré à Ashram, parce que dès que nous le commençons, nous allons retomber dans l'ancien cycle, l'ancien système d'éducation. Donc, ils reçoivent un certificat, c'est tout simplement un certificat où l'on dit, bon, voilà, vous avez passé autant d'années, les sujets qu'ils ont étudiés, voilà, pas de marque, pas de grade, pas de commentaires, rien du tout. Et même avec ça, là, ils peuvent partout aller en Inde, dans le monde entier, dans différentes industries, différentes fonctions. Et plus important encore, peu importe où ils aillent, ce qu'ils font, quelque chose en eux existe et ils sont source d'inspiration, veulent changer leur environnement. Et ça, évidemment, c'est le don le plus précieux que l'école a pu leur donner. So, Devdeep, I had a question from a friend who's a teacher. Alors, on a une question d'un ami qui est un professeur et on leur a demandé, est-il possible de passer quelques jours avec d'autres professeurs pour apprendre? Oui. Si un professeur est véritablement intéressé par comprendre et voir cela en pratique, ils sont bien sûr les bienvenus. Alors, ce n'est pas toujours facile d'intégrer une nouvelle personne dans une classe. Parfois, ils veulent assister aux cours, ça c'est plus compliqué parce que beaucoup de ces classes sont des espaces réduits. Comme vous le savez, les espaces ne sont pas très grands. Parfois, il y a 5, 6 étudiants et ce sont des espaces assez intimes et donc parfois, certaines personnes se sentent un petit peu gênées lorsqu'il y a une personne en plus. Et donc,
En général, on ne permet pas aux personnes d'assister aux cours, mais ce que l'on fait, c'est qu'ils peuvent voir l'endroit où les cours ont lieu à l'extérieur, mais pas dans la classe quand il y a des cours. Par contre, ils peuvent interagir avec les professeurs pour mieux comprendre, pour voir quel travail ils font. Et donc, oui, on peut créer ces interactions et donc ils peuvent sentir. And Devdeep, what I remember fondly is also that one thing was that we had every Friday or in the lecture, in Hall of Harmony, in the lecture rooms, like Aussi qu'ils puissent voir des personnes inspirantes de différents contextes qui partagent leur expérience. like what if someone wants to come? Quid si quelqu'un veut venir, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, certainement, bien sûr. Donc, on a accueilli beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes dans le domaine théâtral, des personnes qui voulaient partager leur expérience, qui se spécialisaient dans certains domaines. Donc, vraiment, toute personne inspirante est la bienvenue pour partager son expérience sous la forme de la danse, de la musique. Si cela peut être organisé sans contrainte de temps, ça c'est d'autant mieux. Et s'ils veulent partager leur expérience avec les enfants, oui, bien sûr, ils sont plus que les bienvenus parce que ça c'est une autre chose qui est importante, c'est de parler de l'exposition, de parler de l'interaction. On a rencontré tellement de gens, tellement de cultures, tellement de langues, des professeurs de différentes parties de l'Inde, différentes parties du monde, et ça, c'est très riche. Ça permet d'avoir un sens de l'existence universelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Thank you so much, Devdeep. Merci beaucoup, Devdeep. L'année prochaine, lorsque je viendrai, je te promets, je viendrai te voir. Oui, dans quelques semaines, je serai peut-être à Paris, donc tu seras peut-être là. Très bien, tout le monde qui veut discuter, je me réjouirai de discuter avec vous. Merci, merci. Merci Abel d'avoir organisé ce sommet. Je vous en prie. C'était vraiment très chouette de vous avoir ici et de partir en voyage avec vous pour aller à l'ashram. Vraiment, c'était super. Merci. Merci Abel d'avoir organisé ce sommet, d'avoir organisé cette possibilité de partage. Et je me réjouis d'écouter plus tard les orateurs que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre. Et vous savez, demain, il y aura le yogi du Népal, de l'ashram au Népal. Il a une vie incroyable. Il va expliquer tous les voyages qu'il a fait, son expérience de l'Himalaya à l'ashram. C'était incroyable. Et les jeunes de l'ashram vont également danser. Parce que vous savez, c'est une célébration. Et donc après la célébration, ils vont faire des danses indiennes et népalaises. Et donc, on va voir cela demain. C'est super. Je voudrais vraiment remercier tout le monde. Merci. Thank you. Thank you, Devdeep. Et merci Abel, merci Devdeep, merci